Dans l'enceinte solennelle du palais de justice de Paris, une tension palpable étreignait l'air, plus dense que la poussière dorée dansant dans les raies de lumière qui perçaient les hautes fenêtres ouvragées. Le juge Antoine, silhouette imposante drapée dans sa robe sombre, tenait entre ses mains un dossier épais, dont le poids semblait écraser l'espoir fragile d'une salle entière. Chaque murmure étouffé, chaque raclement de gorge nerveux, résonnait comme un coup de marteau avant l'heure. L'odeur âcre du bois ancien, ciré et imprégné de siècles de décision, se mêlait à celle du café froid et de la sueur, une symphonie olfactive de désespoir. Le moment de vérité approchait, inexorable, et la famille de l'accusé, blottie sur les bancs de bois dur, retenait son souffle, les visages pâles et les yeux rivés sur l'homme qui allait sceller leur destin. Le silence devenait assourdissant, un prélude au verdict imminent. L'atmosphère glaciale du tribunal contrastait brutalement avec l'agitation habituelle des rues parisiennes, où le cliquetis des talons sur les pavés et le vrombissement lointain des klaxons formaient une mélodie urbaine incessante. Ici, à l'intérieur, les murs de pierre semblaient absorber toute énergie, laissant place à une attente oppressante. Léonie, assise près de sa grand-mère Simone, percevait cette immobilité forcée non par la vue, qu'elle n'avait pas, mais par les subtiles vibrations du sol sous ses sandales, et la résonance étouffée des respirations coupées. Son monde était un kaléidoscope sonore, où chaque inflexion de voix, chaque frôlement de tissu, chaque battement de cœur accéléré, peignait un tableau d'anxiété collective. L'air était lourd, saturé de non-dits et de craintes, une toile invisible que seuls ses sens aiguisés pouvaient décoder avec une précision effrayante. Le désespoir de sa famille, palpable comme une brume froide, enveloppait Léonie qui sentait les tremblements de la main de sa grand-mère serrant la sienne. Les murmures autour d'elle, autrefois une source d'information fascinante, se transformaient maintenant en un brouhaha angoissant, chaque syllabe charriant une parcelle de l'injustice imminente. Ses petits doigts caressaient le bois poli du banc, cherchant une encre dans cette tempête émotionnelle. Elle savait, avec une certitude enfantine mais inébranlable, que le verdict qui allait tomber était erroné. Une angoisse sourde lui serrait la gorge, l'incitant à agir, à briser ce silence oppressant. Son cœur battait la chamade, un tambour de guerre dans sa petite poitrine, l'exhortant à trouver un moyen de se faire entendre avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'erreur ne devienne irréversible. C était un son infime, presque imperceptible pour l'oreille humaine ordinaire, noyé dans le flux des témoignages et des plaidoiries qui avaient rempli la salle des jours durant. Léonie, cependant, l'avait capté, l'avait enregistré, et il résonnait encore dans sa mémoire comme une note discordante dans une mélodie parfaite. Un clic rythmique, un sifflement ténu, émanant de la poche du témoin clé de l'accusation, M. Dubois, lors de son passage à la barre. Ce son étrange ne correspondait à aucun mouvement naturel du corps, mais plutôt à une impulsion mécanique, répétitive, presque comme un métronome caché. Elle avait senti la vibration infime à travers l'air, distingué sa fréquence singulière au milieu du brouhaha. Ce détail, si insignifiant pour les autres, était pour elle une anomalie criante, une dissonance dans la symphonie de la vérité. Léonie sentait le temps étiré, chaque seconde la rapprochant du point de non-retour. Elle tira la manche de sa grand-mère, sa petite voix chuchotant une urgence silencieuse. Grand-mère Simone, son visage ridé empreint d'une profonde sollicitude, comprit immédiatement le désarroi de l'enfant. Elle avait toujours cru au sens extraordinaire de Léonie, à cette capacité unique de voir le monde au-delà des apparences. Mais comment faire entendre une fillette aveugle de 8 ans dans la rigidité protocolaire d'un tribunal, face à l'indifférence des gardes et le scepticisme des officiels? La tâche semblait insurmontable, un mur invisible se dressant entre la vérité que Léonie détenait et la justice qui s'apprêtait à rendre un jugement erroné. L'espoir était mince, mais la détermination de Léonie était une flamme vacillante mais tenace. Le juge Antoine, le front légèrement plissé, souleva le dossier, ses doigts effleurant les pages froides du verdict. Un silence absolu s'installa, un silence de mort, lourd de l'attente collective. L'air vibrait de l'imminence d'une décision qui allait changer des vies à jamais. Léonie sentit son cœur se serrer davantage, un pressentiment glacé lui traversant l'aile, échine. Était maintenant ou jamais. Ses petites mains se crispèrent, les ongles s'enfonçant légèrement dans la paume. Elle entendit le léger froissement des papiers, le souffle retenu de la foule, le déplacement imperceptible du corps du juge, alors qu'il se préparait à articuler les premiers mots. Une seule phrase allait sceller le destin, et elle devait l'interrompre. Un dernier espoir, une dernière chance, éloignée à chaque battement de son cœur. Chaque matin, Léonie se réveillait non pas avec la lumière du jour, mais avec les premiers murmures de Paris qui filtraient à travers les fenêtres de leur modeste appartement du 18e arrondissement. Le cliquetis lointain des chariots des boulangers,
l'odeur du pain frais et des croissants chauds qui montaient de la rue, tout cela composait sa symphonie quotidienne. Ses petits doigts trouvaient instinctivement le chemin vers sa tasse de chocolat chaud, reconnaissant la texture craquelée de la céramique. Elle se déplaçait avec une assurance étonnante, chaque meuble, chaque bibelot, étant une balise mentale dans son espace familier. Sa cécité n'était pas un vide, mais une porte ouverte, sur un univers sensoriel d'une richesse inouïe, où chaque son, chaque odeur, chaque texture, prenait une dimension amplifiée, formant une carte détaillée et vivante, de son environnement immédiat et au-delà. Son monde était une toile complexe, tissée de sons et de sensations. Léonie passait des heures à écouter les conversations des passants depuis son balcon, discernant les émotions derrière chaque intonation, le pas hésitant d'une personne âgée, le rire cristallin d'un enfant. Son doudou, un vieux lapin en tissu usé, était son confident silencieux, ses oreilles douces, et ses coutures décousues racontant des histoires de réconfort. Quand sa grand-mère Simone lui parlait, Léonie posait souvent une main légère sur son bras, percevant les subtiles vibrations de sa voix, les variations de son rythme cardiaque, qui trahissaient la joie ou l'inquiétude. Elle lisait les visages par le toucher, mémorisant les contours, les rides, les expressions figées dans le temps, créant une bibliothèque mentale de visages qu'elle ne verrait jamais, mais qu'elle connaissait intimement. La mémoire de Léonie était une bibliothèque sonore et tactile, où chaque information était classée avec une précision chirurgicale. Elle pouvait se souvenir de la mélodie d'un carillon entendu une seule fois, de la texture d'un mur ancien, de la résonance spécifique d'une pièce. Pour elle, Paris N n'était pas une collection de monuments visibles, mais une symphonie de bruits de pas sur les pavés, de klaxons lointains, de discussions animées aux terrasses des cafés, du sifflement du métro sous terre. Elle percevait la grandeur de Notre-Dame par elle, écho des voix dans ses nefs, la vivacité du quartier latin, par le brouhaha des étudiants. Son esprit créait des cartes mentales d'une complexité étonnante, lui permettant de naviguer non seulement dans les rues de la ville, mais aussi dans les méandres des émotions humaines, avec une acuité que beaucoup d'yeux voyants ne possédaient pas. Malgré son jeune âge, Léonie nourrissait des rêves qui dépassaient les limites de sa cécité. Elle rêvait d'un monde où la justice serait aussi claire et inébranlable que les notes d'une mélodie parfaite. Elle était motivée par une soif insatiable de comprendre, de démêler les fils invisibles qui reliaient les événements et les personnes. Son cœur pur et son esprit vif la poussaient à chercher la vérité, même quand elle était enfouie sous des couches de mensonges et de malentendus. Elle croyait fermement que chaque son, chaque silence, chaque vibration portait en soi une parcelle de vérité, qu'il suffisait de maintenant écouter avec attention pour la révéler. Cette conviction inébranlable était le moteur de ses actions, la poussant à ne jamais abandonner, surtout quand l'injustice menaçait ceux qu'elle aimait plus que tout. Léonie voyait le monde comme un immense orchestre, où chaque instrument, même le plus discret, avait son rôle à jouer. Elle était particulièrement sensible aux dissonances, aux fausses notes, qui perturbaient l'harmonie. Sa famille, pour elle, était la mélodie principale de sa vie, et la tension qui régnait au palais de justice était une cacophonie insupportable. Elle ressentait la peine de sa grand-mère comme une vibration sourde dans le sol, la peur de son oncle comme un frisson glacé dans l'air. Cette injustice imminente était une fausse note insupportable, une mélodie brisée qui résonnait douloureusement dans son âme. Elle ne pouvait se résoudre à laisser cette disharmonie s'installer, sachant au plus profond d'elle-même que la symphonie de la vérité devait être restaurée, coûte que coûte. C'est précisément cette acuité auditive, ce don d'oreille absolu, qui la mettait en éveil face à l'anomalie qui avait échappé à tous. Tandis que les avocats argumentaient et que les témoins défilaient, Léonie avait perçu, au-delà du brouhaha général du tribunal, un son singulier et répétitif émanant du témoin clé de l'accusation, Monsieur Dubois. Ce N était pas un son organique, mais un astérisque clic astérisque mécanique, régulier, presque imperceptible, qui résonnait comme un battement de métronome caché. Ce détail, si insignifiant pour les autres, était pour elle une dissonance majeure dans la partition de la justice, une signature sonore de la tromperie. Elle savait que ce son contenait la clé de la vérité, le fil conducteur qui pourrait démêler cette toile complexe de mensonges et empêcher l'injustice de triompher. Grand-mère Simone, son visage buriné par les années et les épreuves mais illuminé par une foi inébranlable, serrait la petite main de Léonie, un rocher de calme au milieu de la tempête judiciaire. Depuis toujours, elle avait cultivé chez l'enfant cette confiance absolue en ses sens. Cette certitude que le monde se révélait bien au-delà des apparences visibles. Ses mains, autrefois agiles à tresser les cheveux de Léonie chaque matin, transmettaient maintenant un réconfort silencieux, une force tranquille. Elle avait enseigné à sa petite fille que chaque vibration, chaque souffle, chaque murmure portait en lui une part de vérité, et que écoute attentive était la clé pour la déverrouiller. Pour Simone, Léonie que l'or était pas aveugle,
Elle voyait avec son cœur et son esprit, percevant des réalités que l'œil nu ne pouvait saisir, une sagesse profonde qu'elle s'efforçait de protéger dans ce lieu froid et impitoyable. De l'autre côté de la salle, le procureur Bertrand, une silhouette élégante et raide dans son costume impeccable, observait la scène avec un mélange de suffisance et d'impatience. Son regard acéré, habitué à dominer les débats, balayait la famille de l'accusé avec un mépris à peine voilé. Pour lui, ce procès-haine était qu'une formalité, un dossier de plus à clore, une victoire assurée qui consoliderait sa réputation déjà bien établie au sein du barreau parisien. L'idée qu'une quelconque intervention puisse venir perturber son triomphe imminent était absurde, impensable. Il considérait la petite Léonie et les murmures de sa famille comme de simples distractions, des tentatives désespérées et puériles de retarder l'inéluctable. Son sourire mince trahissait une certitude glaciale, celle d'un homme qui se croyait maître de la situation, imperméable à toute émotion. Non loin de là, Maître Julien, jeune avocat idéaliste dont les yeux trahissaient encore une lueur de naïveté et d'espoir, suivait les événements avec une anxiété grandissante. Il n'avait pas participé à ce procès, mais la tension palpable et le désespoir sur les visages de la famille de l'accusé le touchaient profondément. Son regard s'attarda sur Léonie et sa grand-mère, percevant dans leur attitude une dignité et une souffrance silencieuses qui contrastaient avec l'assurance froide du procureur Bertrand. Une intuition, une sorte de pressentiment lui soufflait que quelque chose n'allait pas, que la vérité pouvait être plus complexe que ce que les preuves présentées laissaient entendre. Il ressentait une empathie naturelle pour les perdants, pour ceux dont la voix semblait étouffée par le poids de l'autorité, et la petite fille aveugle incarnait cette vulnérabilité. Grand-mère Simone, sentant l'urgence monter, tenta de se frayer un chemin dans l'allée, tirant doucement Léonie derrière elle. Sa voix, habituellement si douce, était empreinte d'une nouvelle fermeté lorsqu'elle essaya d'attirer l'attention d'un huissier impassible. « Monsieur, s'il vous plaît. Ma petite fille a quelque chose d'important à dire. » L'homme, habitué aux scènes de désespoir, secoua la tête avec une politesse lasse, indiquant la rigidité du protocole. Le procureur Bertrand, alerté par le léger remue-ménage, tourna la tête, un sourcil levé. Un soupir exaspéré lui échappa, et il fit un geste de la main, comme pour balayer l'importunité de ses plaignants, son expression disant clairement qu'il n'y avait plus de place pour les interruptions, encore moins pour les divagations d'une enfant. C'est à ce moment que Maître Julien, ne pouvant plus supporter la vision de cette injustice silencieuse et de la détresse de Simone, s'approcha. Sa conscience professionnelle, mais aussi une empathie sincère, le poussait à agir. « Un instant, monsieur l'huissier, » dit-il d'une voix calme mais ferme, interpellant l'officier qui s'apprêtait à éconduire Simone. Il se pencha vers la grand-mère, son regard se posant sur Léonie. Que se passe-t-il? Que veut dire cet enfant? Il n'avait aucune idée de ce que Léonie pourrait bien révéler, mais le désespoir pur sur le visage de Simone et l'insistance de la fillette, qu'il percevait malgré son calme extérieur, lui suggérait qu'il y avait peut-être plus à cette histoire que ce que le tribunal avait entendu. Il se sentait obligé d'offrir une dernière chance à l'espoir. Le juge Antoine, le dossier du verdict déjà ouvert entre ses mains, jeta un regard impatient vers l'agitation. Le procureur Bertrand afficha un rictus de dédain, persuadé que toute tentative d'interruption serait vaine. Mais Maître Julien, se tenant désormais aux côtés de Simone et Léonie, créait un point de tension nouveau, une brèche dans la solennité immuable de la cour. La salle entière était suspendue au geste du juge, à sa voix qui allait sceller le destin. Léonie, percevant l'immense pression, la culmination de tous les sons et silences qui l'avaient mené ici, sentit le battement de son cœur résonner dans tout son corps. Ses petites mains, agrippées à la robe de sa grand-mère, se crispaient, tandis que le destin de son oncle se jouait dans les secondes à venir, et que sa voix, si petite, devait percer ce mur de protocole et d'incrédulité. Le juge Antoine, son regard balayant l'assistance avec une impatience contenue, amorça le geste de rouvrir le dossier, son visage impassible trahissant une légère exaspération. La voix de grand-mère Simone, tremblante de émotion mais porteuse d'une dignité farouche, monta d'un cran. « Monsieur le juge, s'il vous plaît. Léonie a quelque chose d'essentiel à dire. » L'huissier, impassible dans son uniforme sombre, fit un pas pour les écarter. Sa posture rigide signifiant que le temps des interventions était révolu. Le procureur Bertrand, de l'autre côté de la salle, afficha un sourire condescendant, ses yeux perçants renvoyant un message clair. Cette tentative était futile, une dernière convulsion désespérée, avant la chute inévitable. L'air se figea, lourd du silence qui précédait la sentence. Léonie, les mains moites, sentit la pression monter,
chaque battement de son cœur résonnant comme un compte à rebours dans le silence assourdissant de la salle d'audience. Maître Julien, le cœur serré par l'injustice qu'il pressentait et la détresse silencieuse de l'enfant, s'interposa avec une détermination nouvelle. « Un instant, monsieur l'huissier, je vous prie. » Sa voix, bien que jeune, portait une autorité inattendue, perçant le brouhaha naissant. Il se tourna vers le juge, dont l'attention était maintenant captée par ce remue-ménage inhabituel. « Votre honneur, cet enfant, elle prétend détenir une information cruciale. Son insistance est telle qu'il me semble impératif de lui accorder la parole, ne serait-ce que par respect pour la gravité de l'instant. » Le procureur Bertrand laissa échapper un rire bref et sec. Un son qui traversa la salle comme un coup de fouet. « Ridicule! Une enfant aveugle? Allons, maître Julien, ne nous faites pas perdre davantage de temps avec ces fantaisies. » Son ton était empreint d'un mépris non dissimulé, son regard glissant de Julien à Léonie avec dédain. Le procureur Bertrand, avec une arrogance calculée, s'adressa directement au juge, ignorant délibérément la présence de Léonie et de sa grand-mère, comme s'il s'agissait d'un simple désagrément. « Votre honneur, nous sommes au terme d'un procès long et exhaustif, qui a mobilisé des ressources considérables. Toutes les preuves ont été présentées, tous les témoignages entendus et analysés. Permettre à une enfant de divaguer maintenant, c'est bafouer la dignité de cette cour et le travail acharné des jurés. C'est une tactique de désespoir, une tentative pathétique de retarder l'inévitable. Je vous exhorte à ne pas céder à cette mascarade émotionnelle et à prononcer le verdict sans plus attendre. » Ces mots, tranchants comme des lames, visaient à discréditer non seulement Léonie, mais aussi maître Julien et la grand-mère Simone, les peignant comme des manipulateurs sans scrupules. La tension monta d'un cran, palpable comme un orage imminent. Les paroles cinglantes du procureur eurent un effet immédiat sur l'assemblée, déjà sous tension. Des murmures réprobateurs parcoururent les bancs, certains spectateurs secouant la tête avec désapprobation, d'autres lançant des regards compatissants vers la petite Léonie, qui serrait la main de sa grand-mère avec une force inouïe. Simone, le visage pâle, mais le regard défiant, sentit la colère monter en elle face à tant d'arrogance et d'insensibilité, son cœur se serrant pour sa petite fille. Elle perçut la frustration de Léonie, cette petite main qui tremblait dans la sienne, le souffle court de l'enfant qui luttait pour se faire entendre. Le procureur avait réussi à transformer un appel désespéré en un spectacle humiliant, renforçant l'impression que la vérité de Léonie était une illusion, un pur produit de l'imagination d'une enfant. Le temps écoulait, chaque seconde accentuant l'urgence de la situation. Léonie, bien que ne pouvant voir les expressions de dédain sur les visages, percevait l'onde de scepticisme et d'incrédulité qui se propageait dans la salle, lourde et froide. Le ton du procureur, ses inflexions méprisantes, les murmures étouffés des autres, tout cela lui parvenait, amplifié par son ouïe surdéveloppée, créant une cacophonie de doutes. Son petit corps se raidit, une détermination farouche s'emparant d'elle, alimentée par la certitude de sa perception. Elle savait ce qu'elle avait entendu, elle savait que ce son était la clé de l'innocence de son oncle. Elle tira plus fort sur la robe de sa grand-mère, sa voix enfantine mais pleine d'une conviction inébranlable élevant à peine au-dessus du brouhaha. Le clic était dans la poche de Monsieur Dubois. Un rythme régulier. Pas un battement de cœur. Un son sec, métallique. Elle tentait désespérément de percer le mur d'indifférence qui l'entourait. Le juge Antoine, tiraillé entre la stricte application du protocole judiciaire et cette étrange insistance, fronça les sourcils, son regard pesant sur la petite silhouette de Léonie. Le temps pressait, la solennité de l'instant était brisée par cette interruption inattendue. Le procureur Bertrand, sûr de son coup et sentant sa victoire proche, insista une dernière fois avec un ton menaçant à peine voilé. « Votre honneur, nous attendons le verdict. Cette farce n'a que trop duré et porte atteinte à la sérénité de la justice. » La pression était immense. Le juge prit une profonde inspiration, ses doigts retournant vers les pages du dossier, prêt à sceller le destin. La salle entière retenait son souffle, les yeux rivés sur lui. Allait-il céder à la raison et au protocole, ou accorder une dernière, improbable chance à cette voix d'enfant? Le silence devint assourdissant, brisé seulement par le léger froissement des papiers que le juge s'apprêtait à lever. La question, lancinante, flottait dans l'air. Comment Léonie pourrait-elle, face à cette adversité et à cette incrédulité massive, faire entendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard? Le juge Antoine, le visage marqué par l'indécision, leva un instant les yeux vers Léonie, dont la petite silhouette, agrippée à la robe de sa grand-mère, semblait vibrer d'une énergie inouïe. La fillette, sentant ce regard, cette hésitation infime, tira plus fort sur le tissu, sa voix enfantine élevant à nouveau, cette fois avec une clarté désespérée.
Le astérisque clic, C, était un son sec, votre honneur, comme une petite horloge, dans la poche de Monsieur Dubois. Il N était pas nerveux. Le son, il était régulier, comme si quelque chose le guidait. Ce N était pas sa respiration. C était un autre son. Ces mots, précis dans leur description sonore, se heurtaient pourtant à un mur d'incompréhension. Pour la cour, habituée aux preuves tangibles, aux témoignages visuels, l'audition surdéveloppée d'une enfant aveugle N était qu'une curiosité, pas un fondement suffisant pour remettre en question des mois de procédure, et le silence général, lourd de scepticisme, répondait à ces paroles. Maître Julien, voyant l'urgence de la situation, et elle, échec de la simple explication, tenta une approche plus formelle. « Votre honneur, commença-t-il, sa voix résonnant avec une nouvelle gravité, je sollicite respectueusement la possibilité de réentendre le témoignage de Monsieur Dubois, ou à défaut, de consulter les enregistrements audio de la salle d'audience, si de tels dispositifs existent et peuvent être examinés avec une sensibilité accrue. La perception de cet enfant, aussi extraordinaire soit-elle, mérite d'être vérifiée par des moyens techniques si la Cour le permet. » Le procureur Bertrand, son sourire en coin S, élargissant, intervint aussitôt, sa voix empreinte d'une ironie mordante. « Ceci est une cour de justice, maître Julien, pas un laboratoire d'expérience sonore. Les enregistrements sont à disposition, et aucune anomalie n'a été relevée. Nous ne pouvons pas céder à la fantaisie d'une enfant pour retarder ce verdict. » Le juge, acquiesçant du bout de la tête, rejeta la demande, refermant la porte à cette avenue de la vérité. Sous la pression implacable du procureur et le poids du protocole, le juge Antoine, avec un soupir à peine audible, fit un geste de la main, signifiant la fin de cette digression. « La Cour a écouté avec attention, déclara-t-il d'une voix neutre, bien que son regard croisât un instant celui de Léonie, mais les éléments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour rouvrir le dossier ou retarder la procédure. » Le marteau de justice, lourd de sa symbolique, effleura le bois poli du pupitre, comme une menace sourde. Pour la famille de l'accusé, blottie sur les bancs, l'espoir, déjà ténu, se fissura davantage, leur visage se tordant de désarroi. C était une défaite cinglante, un échec cuisant face à la machine judiciaire, qui, malgré l'intuition d'une enfant, refusait de dévier de sa trajectoire. La justice, semblait-il, était aveugle à sa propre vérité. Une vague de murmures désespérés parcourut la salle, un son collectif de résignation et d'impuissance. Les regards compatissants se mêlaient à ceux, plus nombreux, d'indifférence ou d'agacement. La grand-mère Simone serra Léonie contre elle, son corps entier tremblant de frustration et de chagrin. Elle sentait la détresse de l'enfant, cette petite main qui s'agrippait à elle, et la rage sourde montait en elle, face à cette injustice flagrante. Maître Julien, les épaules affaissées, recula d'un pas, sa foi en l'idéal de la justice vacillant dangereusement devant cette rigidité bureaucratique. Le silence qui suivit fut lourd, un silence de défaite, où le seul son audible était le propre battement de cœur accéléré de Léonie, un tambour de plus en plus rapide dans sa petite poitrine, l'avertissant de l'imminence de la catastrophe, de l'échec de leur dernière tentative. Léonie, malgré lourd, échec patent de leur tentative, ne lâchait rien. Son monde, fait de sons et de sensations, lui renvoyait une réalité que les autres refusaient d'entendre. Le clic, ce son singulier, était pas estompé. Au contraire, il résonnait plus fort encore dans sa mémoire, une preuve irréfutable. Elle percevait la tension accrue du juge, le soulagement teinté de triomphe du procureur, la détresse de sa grand-mère. Chaque vibration du sol, chaque souffle retenu, lui confirmait que le temps était compté, que la sentence était sur le point de tomber. Mais elle savait aussi, avec une certitude absolue, que ce son N était pas une illusion. C était un fait, une donnée concrète que ses sens avaient captée, une anomalie qui, si elle était comprise, briserait la façade du mensonge. Elle devait trouver un autre moyen, une autre approche, avant que la vérité ne soit ensevelie. Le juge Antoine, le visage grave, ses yeux balayant une dernière fois la salle, saisit fermement le dossier. Le froissement du papier résonna avec une clarté glaçante dans le silence tendu. Il inspira profondément, ses lèvres s'entr'ouvrant pour prononcer les mots qui scelleraient le destin. La foule, suspendue à ses lèvres, retenait son souffle. Léonie, le corps tendu, sentit l'air vibrer autour d'elle, la petite brise créée par le mouvement du juge. Elle entendit le léger grincement de sa chaise, le raclement de gorge qui précédait l'annonce. C était le point de non-retour, l'instant fatal où la justice allait égarer. L, échec de leur dernière tentative était cuisant, le risque était désormais total. Il ne restait plus qu'une poignée de secondes avant que l'erreur ne devienne irréversible, avant que le destin de son oncle,
ne soit scellée par l'aveuglement de la cour. Le juge Antoine, le visage marqué par l'indécision, leva un instant les yeux vers Léonie, dont la petite silhouette, agrippée à la robe de sa grand-mère, semblait vibrer d'une énergie inouïe. La fillette, sentant ce regard, cette hésitation infime, tira plus fort sur le tissu, sa voix enfantine élevant à nouveau, cette fois avec une clarté désespérée. Le astérisque clic, C, était un son sec, votre honneur, comme une petite horloge, dans la poche de Monsieur Dubois. Il était pas nerveux. Le son, il était régulier, comme si quelque chose le guidait. Ce était pas sa respiration. C, était un autre son. Ces mots, précis dans leur description sonore, se heurtaient pourtant à un mur d'incompréhension. Pour la cour, habituée aux preuves tangibles, aux témoignages visuels, l'audition surdéveloppée d'une enfant aveugle était qu'une curiosité, pas un fondement suffisant pour remettre en question des mois de procédure, et le silence général, lourd de scepticisme, répondait à ces paroles. Maître Julien, voyant l'urgence de la situation et échec de la simple explication, tenta une approche plus formelle. « Votre honneur, commença-t-il, sa voix résonnant avec une nouvelle gravité, je sollicite respectueusement la possibilité de réentendre le témoignage de Monsieur Dubois, ou à défaut, de consulter les enregistrements audio de la salle d'audience, si de tels dispositifs existent, et peuvent être examinés avec une sensibilité accrue. La perception de cet enfant, aussi extraordinaire soit-elle, mérite d'être vérifiée par des moyens techniques si la Cour le permet. » Le procureur Bertrand, son sourire en coin élargissant, intervint aussitôt, sa voix empreinte d'une ironie mordante. « Ceci est une cour de justice, maître Julien, pas un laboratoire d'expérience sonore. Les enregistrements sont à disposition, et aucune anomalie n'a été relevée. Nous ne pouvons pas céder à la fantaisie d'une enfant pour retarder ce verdict. » Le juge, acquiesçant du bout de la tête, rejeta la demande, refermant la porte à cette avenue de la vérité. Sous la pression implacable du procureur et le poids du protocole, le juge Antoine, avec un soupir à peine audible, fit un geste de la main, signifiant la fin de cette digression. « La cour a écouté avec attention, » déclara-t-il d'une voix neutre, bien que son regard croisât un instant celui de Léonie. « Mais les éléments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour rouvrir le dossier ou retarder la procédure. » Le marteau de justice, lourd de sa symbolique, effleura le bois poli du pupitre, comme une menace sourde. Pour la famille de l'accusé, blottie sur les bancs, l'espoir, déjà ténu, se fissura davantage, leur visage se tordant de désarroi. C était une défaite cinglante, un échec cuisant, face à la machine judiciaire qui, malgré l'intuition d'une enfant, refusait de dévier de sa trajectoire. La justice, semblait-il, était aveugle à sa propre vérité. Une vague de murmures désespérés parcourut la salle, un son collectif de résignation et d'impuissance. Les regards compatissants se mêlaient à ceux, plus nombreux, d'indifférence ou d'agacement. La grand-mère Simone serra Léonie contre elle, son corps entier tremblant de frustration et de chagrin. Elle sentait la détresse de l'enfant, cette petite main qui s'agrippait à elle, et la rage sourde montait en elle face à cette injustice flagrante. Maître Julien, les épaules affaissées, recula d'un pas, sa foi en l'idéal de la justice vacillant dangereusement devant cette rigidité bureaucratique. Le silence qui suivit fut lourd, un silence de défaite, où le seul son audible était le propre battement de cœur accéléré de Léonie, un tambour de plus en plus rapide dans sa petite poitrine, l'avertissant de l'imminence de la catastrophe, de échec de leur dernière tentative. Léonie, malgré échec patent de leur tentative, ne lâchait rien. Son monde, fait de sons et de sensations, lui renvoyait une réalité que les autres refusaient d'entendre. Le clic, ce son singulier, était pas estompé. Au contraire, il résonnait plus fort encore dans sa mémoire, une preuve irréfutable. Elle percevait la tension accrue du juge, le soulagement teinté de triomphe du procureur, la détresse de sa grand-mère. Chaque vibration du sol, chaque souffle retenu, lui confirmait que le temps était compté, que la sentence était sur le point de tomber. Mais elle savait aussi, avec une certitude absolue, que ce son était pas une illusion. Était un fait, une donnée concrète que ses sens avaient captée, une anomalie qui, si elle était comprise, briserait la façade du mensonge. Elle devait trouver un autre moyen, une autre approche, avant que la vérité ne soit ensevelie. Le juge Antoine, le visage grave, ses yeux balayant une dernière fois la salle, saisit fermement le dossier. Le froissement du papier résonna avec une clarté glaçante dans le silence tendu. Il inspira profondément, ses lèvres s'entr'ouvrant pour prononcer les mots qui scelleraient le destin. La foule, suspendue à ses lèvres, retenait son souffle. Léonie, le corps tendu, sentit l'air vibrer autour d'elle, la petite brise créée par le mouvement du juge. Elle entendit le léger grincement de sa chaise, le raclement de gorge qui précédait l'annonce.
était le point de non-retour, l'instant fatal où la justice allait égarer. Échec de leur dernière tentative était cuisant, le risque était désormais total. Il ne restait plus qu'une poignée de secondes avant que l'erreur ne devienne irréversible, avant que le destin de son oncle ne soit scellé par l'aveuglement de la cour. Le juge Antoine, son front toujours plissé mais son regard moins impatient, fit un signe à l'huissier, un geste subtil qui signifiait une pause dans le protocole. Un silence inattendu, presque sacré, tomba sur la salle d'audience, rompant la tension palpable qui l'avait saturée. Les murmures cessèrent, les bruits de pas s'éteignirent, et même les respirations semblaient se faire plus discrètes, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Léonie sentit cette transformation avec une acuité extraordinaire. Le brouhaha, oppressant, se mua en une toile sonore vierge, où chaque vibration résiduelle, chaque léger frottement de tissu, prenait une nouvelle dimension. L'odeur du cirage ancien du parquet, auparavant noyé, devint plus distincte, et l'aile, écho de ses propres battements de cœur résonnait dans ce vide, une symphonie intime se préparant à se révéler. Dans ce silence retrouvé, la concentration de Léonie s'intensifia, tel un faisceau lumineux perçant l'obscurité. Elle ferma les yeux, non pas pour voir l'obscurité, mais pour mieux écouter, l'image mentale qu'elle avait du son. Ses petites mains, auparavant crispées, se détendirent légèrement, ses doigts effleurant le tissu de sa robe. Le clic singulier, celui de Monsieur Dubois, se détacha enfin des couches de souvenirs sonores, émergeant avec une clarté cristalline. Ce N était plus un lointain écho, mais une note précise et répétitive, une anomalie récurrente dans la partition de la vérité. Elle pouvait en percevoir la fréquence exacte, la durée, le léger timbre métallique, comme si elle tenait l'objet lui-même dans sa main. Ce calme forcé de la salle lui offrait le laboratoire dont son esprit avait besoin pour isoler la preuve. Grand-mère Simone, sentant la détermination renouvelée de sa petite-fille, lui serra doucement la main, un geste de soutien silencieux et profond. Son regard, empreint d'une fierté mêlée d'angoisse, se posa sur Léonie, puis sur maître Julien, qui acquiesça d'un signe de tête discret, une lueur d'espoir dans ses yeux. Cette connexion muette entre trois formait un îlot de confiance au milieu de l'océan de scepticisme. Léonie perçut la chaleur de la main de sa grand-mère, le léger mouvement d'air que maître Julien produisit en se rapprochant légèrement. Était une force invisible qui la portait, la certitude d'être comprise et soutenue par ceux qui croyaient en elle, un rempart émotionnel contre l'incrédulité ambiante. La réaction des autres fut un mélange fascinant de curiosité et d'incrédulité. Le procureur Bertrand, bien que contrarié par cette interruption, observait la scène avec un mélange d'amusement et d'agacement, persuadé que cela ne mènerait à rien, si ce n'est à une perte de temps. Certains jurés cependant penchaient la tête, intrigués par l'intensité de la fillette, leurs expressions oscillant entre le scepticisme et une curiosité naissante. D'autres, dans l'assistance, échangeaient des regards perplexes, incapables de comprendre la raison de ce silence soudain et l'attention accordée à une enfant aveugle. L'air était épais de ces jugements silencieux, une mosaïque d'eau, émotion que Léonie percevait, non par la vue, mais par les subtiles ondes de tension et d'attente qui vibraient dans la salle. Maître Julien, profitant de ce silence, s'adressa au juge d'une voix posée. « Votre honneur, l'enfant insiste sur un son très spécifique. Pourrions-nous, avec votre permission, demander à Monsieur Dubois de revenir à la barre, ou à défaut, rejouer l'enregistrement de son témoignage avec une amplification ciblée. Léonie peut identifier le moment précis et la nature de ce son. Nous pourrions utiliser un appareil d'enregistrement professionnel, un micro sensible, pour isoler les fréquences que seul son ouïe exceptionnel a pu capter. Il proposait ainsi des outils techniques, une passerelle entre la perception extraordinaire de Léonie et les exigences tangibles de la justice. Le juge Antoine, après un instant d'hésitation, son regard balayant l'assemblée avant de se fixer sur Léonie, finit par acquiescer d'un mouvement à peine perceptible. L'huissier, recevant l'ordre muet, se dirigea vers la salle des enregistrements, tandis que l'ombre de Monsieur Dubois, le témoin clé, était rappelée à la barre. Léonie, percevant le léger grincement de la chaise de l'huissier et le déplacement d'air, sentit son cœur battre plus fort. Était le moment. Elle se prépara, son esprit concentré sur ce clic, prête à le faire résonner pour tous, à transformer son monde sonore en une preuve irréfutable. La vérité, dissimulée dans les fréquences, allait enfin éclater, et le destin de son oncle se jouait dans les secondes à venir. Le juge Antoine, son front toujours plissé mais son regard moins impatient, fit un signe à l'huissier, un geste subtil qui signifiait une pause dans le protocole. Un silence inattendu, presque sacré, tomba sur la salle d'audience, rompant la tension palpable qui l'avait saturée. Les murmures cessèrent, les bruits de passe éteignirent, et même les respirations semblaient se faire plus discrètes,
comme si l'air lui-même retenait son souffle. Léonie sentit cette transformation avec une acuité extraordinaire. Le brouhaha oppressant se mua en une toile sonore vierge, où chaque vibration résiduelle, chaque léger frottement de tissu, prenait une nouvelle dimension. L'odeur du cirage ancien du parquet, auparavant noyé, devint plus distincte. Et elle, écho de ses propres battements de cœur résonnait dans ce vide, une symphonie intime se préparant à se révéler. Dans ce silence retrouvé, la concentration de Léonie s'intensifia, tel un faisceau lumineux perçant l'obscurité. Elle ferma les yeux, non pas pour voir l'obscurité, mais pour mieux écouter l'image mentale qu'elle avait du son. Ses petites mains, auparavant crispées, se détendirent légèrement, ses doigts effleurant le tissu de sa robe. Le clic singulier, celui de Monsieur Dubois, se détacha enfin des couches de souvenirs sonores, émergeant avec une clarté cristalline. Ce N était plus un lointain écho, mais une note précise et répétitive, une anomalie récurrente dans la partition de la vérité. Elle pouvait en percevoir la fréquence exacte, la durée, le léger timbre métallique, comme si elle tenait l'objet lui-même dans sa main. Ce calme forcé de la salle lui offrait le laboratoire dont son esprit avait besoin pour isoler la preuve. Grand-mère Simone, sentant la détermination renouvelée de sa petite fille, lui serra doucement la main, un geste de soutien silencieux et profond. Son regard, empreint d'une fierté mêlée d'angoisse, se posa sur Léonie, puis sur maître Julien, qui acquiesça d'un signe de tête discret, une lueur d'espoir dans ses yeux. Cette connexion muette entre trois formait un îlot de confiance au milieu de l'océan de scepticisme. Léonie perçut la chaleur de la main de sa grand-mère, le léger mouvement d'air que maître Julien produisit, en se rapprochant légèrement. C était une force invisible qui la portait, la certitude d'être comprise et soutenue par ceux qui croyaient en elle, un rempart émotionnel contre l'incrédulité ambiante. La réaction des autres fut un mélange fascinant de curiosité et d'incrédulité. Le procureur Bertrand, bien que contrarié par cette interruption, observait la scène avec un mélange d'amusement et d'agacement, persuadé que cela ne mènerait à rien, si ce n'est à une perte de temps. Certains jurés cependant penchaient la tête, intrigués par l'intensité de la fillette, leurs expressions oscillant entre le scepticisme et une curiosité naissante. D'autres, dans l'assistance, échangeaient des regards perplexes, incapables de comprendre la raison de ce silence soudain et l'attention accordée à une enfant aveugle. L'air était épais de ces jugements silencieux, une mosaïque d'émotions que Léonie percevait, non par la vue, mais par les subtiles ondes de tension et d'attente qui vibraient dans la salle. Maître Julien, profitant de ce silence, s'adressa au juge d'une voix posée. « Votre honneur, l'enfant insiste sur un son très spécifique. Pourrions-nous, avec votre permission, demander à Monsieur Dubois de revenir à la barre, ou à défaut, rejouer l'enregistrement de son témoignage avec une amplification ciblée. Léonie peut identifier le moment précis et la nature de ce son. Nous pourrions utiliser un appareil d'enregistrement professionnel, un micro sensible, pour isoler les fréquences que seul son ouïe exceptionnel a pu capter. » Il proposait ainsi des outils techniques, une passerelle entre la perception extraordinaire de Léonie et les exigences tangibles de la justice. Le juge Antoine, après un instant d'hésitation, son regard balayant l'assemblée avant de se fixer sur Léonie, finit par acquiescer d'un mouvement à peine perceptible. L'huissier, recevant l'ordre muet, se dirigea vers la salle des enregistrements, tandis que l'ombre de Monsieur Dubois, le témoin clé, était rappelé à la barre. Léonie, percevant le léger grincement de la chaise de l'huissier et le déplacement d'air, sentit son cœur battre plus fort. Était le moment. Elle se prépara, son esprit concentré sur ce clic, prête à le faire résonner pour tous, à transformer son monde sonore en une preuve irréfutable. La vérité, dissimulée dans les fréquences, allait enfin éclater, et le destin de son oncle se jouait dans les secondes à venir. L'huissier revint, accompagné d'un technicien portant un équipement d'enregistrement sophistiqué, tandis que Monsieur Dubois, l'air contraint et le visage blême, étaient ramenés à la barre. Une tension nouvelle s'installa, plus dense encore que le silence précédent. Léonie, les mains agrippées à la robe de sa grand-mère, sentit le léger bourdonnement des appareils que le technicien installait, le froissement de ses vêtements, le parfum métallique de l'aile, électronique. Son ouïe, déjà en éveil, s'aiguisa davantage, prête à capter la moindre fluctuation sonore. Elle percevait le tremblement contenu dans la voix de Dubois, alors qu'il s'asseyait, une nervosité qui ne correspondait pas à l'assurance affichée lors de son premier témoignage. L'air, chargé d'électricité, vibrait de l'attente collective. Chaque souffle retenu, chaque mouvement imperceptible des jurés, était une note dans cette symphonie d'incertitude. Maître Julien, se penchant vers Léonie, lui demanda doucement. « Léonie, peux-tu nous guider? À quel moment, et avec quelle précision, as-tu perçu ce son ?» La petite fille,
les yeux clos dans une concentration profonde, répondit d'une voix claire et posée, comme si elle lisait une partition invisible. Si, était quand M. Dubois parlait de l'heure exacte de l'incident, vers la fin de son témoignage. Le astérisque clic astérisque venait de sa poche gauche près du tissu. Il était régulier, comme un métronome. 4 battements espacés, puis une pause, puis 4 autres. Ce N était pas un son de respiration, ni un froissement de vêtements, était mécanique. Le technicien, suivant ses instructions, fit défiler l'enregistrement, ses doigts agiles sur la console, tandis que des écouteurs sensibles étaient mis à la disposition du juge et des jurés, transformant la salle en un laboratoire d'écoute. Le silence était si profond qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Puis, à travers les haut-parleurs de la salle amplifiés, le son apparut. Un astérisque clic astérisque distinct, sec, régulier, exactement comme Léonie l'avait décrit. Il résonnait, froid et métallique, brisant l'illusion de la sérénité du témoin. Le son était indéniable, sa nature mécanique évidente, une anomalie criante dans le flot des paroles de M. Dubois. Les jurés, d'abord perplexes, échangèrent des regards stupéfaits. Le juge Antoine, les écouteurs sur les oreilles, laissa échapper un souffle court, son visage trahissant un choc profond. Le procureur Bertrand, jusqu'alors arrogant, vit son sourire se figer, ses yeux écarquillant de surprise et de consternation. La vérité, silencieuse et cachée, venait de se révéler avec une force inouïe, portée par la perception extraordinaire d'une enfant. Le procureur Bertrand, tentant de reprendre le contrôle, écria, sa voix trahissant une panique grandissante. « Ce n'est rien, un simple bruit parasite. Une interférence !» Mais ces paroles sonnaient creux face à évidence sonore. M. Dubois, quant à lui, était devenu livide. Ses mains tremblaient visiblement, ses yeux fuyant tous les regards, sa posture trahissant une culpabilité écrasante. Léonie, percevant l'accélération de son rythme cardiaque et la transpiration froide qui émanait de lui, savait que la vérité était à portée de main. Maître Julien, enhardi par cette révélation, s'adressa au juge. « Votre honneur, la source de ce son doit être identifiée. Je demande que M. Dubois soit fouillé immédiatement. » Le juge, le visage grave, acquiesça, son regard perçant fixant le témoin chancelant. L'huissier s'approcha de M. Dubois, qui, après une brève et vaine tentative de résistance, fut forcé de vider ses poches. Et là, au fond de la poche gauche, là où Léonie l'avait indiqué, un petit dispositif métallique, à peine plus grand qu'une montre de poche, fut découvert. Il s'agissait d'un métronome électronique miniature, réglé pour émettre un son régulier et discret, une sorte de signal codé, ou peut-être un guide rythmique, pour maintenir une fausse assurance durant le témoignage. Le silence qui suivit cette découverte fut assourdissant, rompu seulement par le bruit du marteau du juge Antoine, qui frappa 3 coups secs et retentissants sur le pupitre. « Arrêtez la procédure, le verdict est suspendu, » déclara-t-il, sa voix forte et claire, résonnant comme un coup de tonnerre dans la salle. Le choc fut palpable, une onde de stupeur se propageant dans toute la salle. Le procureur Bertrand, le visage défait, s'effondra presque sur sa chaise, sa stratégie et sa réputation anéanties en un instant. Des murmures d'étonnement, puis des exclamations de soulagement et des applaudissements étouffés, commencèrent à monter des bancs de l'assistance. La famille de l'accusé, les visages inondés de larmes, se serra les uns contre les autres, un cri de joie silencieux montant vers le plafond ouvragé. Léonie, sentant la main de sa grand-mère la serrer avec une force nouvelle, perçut la vague de soulagement, l'effusion de l'espoir retrouvé. La symphonie de la justice, un instant désaccordée, venait de retrouver son harmonie, et la victoire, douce et méritée, flottait enfin dans l'air, portée par la voix inattendue d'une petite fille. Le juge Antoine, le visage transfiguré par la gravité de la situation, frappa le pupitre de son marteau avec une force retentissante, 3 coups secs, qui résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience. Sa voix, habituellement mesurée, éleva, empreinte d'une autorité nouvelle. Arrêtez la procédure. Le verdict est suspendu. La Cour exige des explications immédiates de M. Dubois, et une enquête approfondie sur ce dispositif. Le son des pas précipités de l'huissier, s'approchant de Dubois, et le murmure grandissant de la foule, brisèrent le silence lourd de la révélation. M. Dubois, pâle et tremblant, s'affaissa sur la chaise des témoins, le petit métronome métallique, symbole de sa trahison, scintillant froidement dans la main de l'huissier, une preuve irréfutable de son parjure. La machine judiciaire, un instant dévoyée, venait de retrouver son cap grâce à une perception inouïe,
Une vague de soulagement déferla sur la salle, un soupir collectif d'une intensité telle qu'il en fit vibrer l'air. Les membres de la famille de l'accusé, leurs visages jusqu'alors figés dans la terreur, se mirent à pleurer. Des larmes mêlées de joie et de gratitude coulant librement sur leurs joues. Des exclamations étouffées, des applaudissements timides puis plus assurés, montèrent des bancs de l'assistance, une symphonie improvisée de justice retrouvée. Grand-mère Simone, son corps entier secoué par des sanglots incontrôlables, serra Léonie dans ses bras, sa petite fille sentant la chaleur de ses larmes sur ses cheveux et le battement frénétique de son cœur. Était une explosion d'émotions contenues, un déferlement d'espoir qui lavait les mois d'angoisse et de doute, transformant la lourde atmosphère du tribunal en un sanctuaire de rédemption inattendue. Léonie, au centre de cette ébullition émotionnelle, percevait chaque nuance de cette libération. La tension avait cédé la place à une vague de chaleur enveloppante, les murmures d'incrédulité étaient muets en chuchotis admiratifs. Elle sentait les regards peser sur elle, non plus avec scepticisme, mais avec une curiosité respectueuse et une admiration palpable. Sa petite main, toujours agrippée à celle de sa grand-mère, fut touchée par maître Julien, dont la poignée de main, ferme et reconnaissante, transmettait un profond respect. Elle était le point focal de cette résolution, la petite figure qui, sans voir, avait révélé ce que des yeux aguerris n'avaient pu percevoir. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une joie pure et d'une fierté silencieuse, un sentiment d'accomplissement qui réchauffait son âme. Le procureur Bertrand, jusqu'alors maître de la situation, était une image de la défaite. Son visage, autrefois empreint d'arrogance, était maintenant blême, ses yeux écarquillés fixant le métronome, comme s'il s'agissait d'un serpent. Il tenta de prononcer quelques mots, mais sa gorge semblait nouée, et seul un son étranglé échappa de ses lèvres. Sa posture rigide était affaissée, ses épaules étaient voûtées, comme si le poids de son échec écrasait. Le silence de sa déroute était assourdissant, un contraste saisissant avec sa verve habituelle. Sa réputation, bâtie sur des années de victoire, s'effondrait sous les yeux de tous, réduisant en poussière l'image de l'homme impitoyable et infaillible. L'ombre de la honte le recouvrait entièrement, un châtiment silencieux mais implacable. Le juge Antoine, après avoir repris ses esprits, regarda Léonie avec un respect nouveau et une humilité inattendue. Son regard, auparavant distant et protocolaire, était adouci, empreint d'une reconnaissance profonde. Il s'adressa à maître Julien, sa voix plus posée. « Maître, l'acuité de cet enfant est extraordinaire. Cet incident doit nous servir de leçon à tous. La justice ne doit jamais se fermer aux vérités qui se révèlent hors des sentiers battus. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. L'affaire, désormais, allait prendre une autre tournure, une réouverture s'imposant pour réévaluer toutes les preuves à la lumière de cette nouvelle révélation. La justice, un instant aveugle, avait été guidée par l'oreille d'une enfant, ouvrant la voie à une révision complète du procès et à l'espoir d'une pleine réhabilitation. Alors que les lumières du palais de justice commençaient à s'estomper à l'extérieur, la nouvelle de l'intervention de Léonie se répandait déjà, tel un murmure dans les rues de Paris, puis comme une rumeur persistante, un symbole d'espoir et de résilience. Son histoire, celle d'une petite fille aveugle qui avait démasqué un mensonge par la seule puissance de son ouïe, allait bien au-delà des murs du tribunal. Elle devenait un témoignage vivant que la vérité pouvait surgir des endroits les plus inattendus, portée par les voix les plus inaudibles. La reconnaissance de son don unique ne faisait que commencer, promettant non seulement la libération de son oncle, mais aussi l'ouverture des esprits à une autre façon de percevoir le monde, au-delà des apparences, vers une compréhension plus profonde de l'humain et de ses sens, souvent sous-estimés. Le juge Antoine, le visage transfiguré par la gravité de la situation, frappa le pupitre de son marteau avec une force retentissante, 3 coups secs, qui résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la salle d'audience. Sa voix, habituellement mesurée, éleva, empreinte d'une autorité nouvelle. « Arrêtez la procédure, le verdict est suspendu. La Cour exige des explications immédiates de M. Dubois et une enquête approfondie sur ce dispositif. » Le son des pas précipités de l'huissier, s'approchant de Dubois, et le murmure grandissant de la foule, brisèrent le silence lourd de la révélation. M. Dubois, pâle et tremblant, s'affaissa sur la chaise des témoins, le petit métronome métallique, symbole de sa trahison, scintillant froidement dans la main de l'huissier, une preuve irréfutable de son parjure. La machine judiciaire, un instant dévoyée, venait de retrouver son cap grâce à une perception inouïe. Une vague de soulagement déferla sur la salle, un soupir collectif d'une intensité telle qu'il en fit vibrer l'air.
Les membres de la famille de l'accusé, leurs visages jusqu'alors figés dans la terreur, se mirent à pleurer, des larmes mêlées de joie et de gratitude coulant librement sur leurs joues. Des exclamations étouffées, des applaudissements timides puis plus assurés, montèrent des bancs de l'assistance, une symphonie improvisée de justice retrouvée. Grand-mère Simone, son corps entier secoué par des sanglots incontrôlables, serra Léonie dans ses bras, sa petite fille sentant la chaleur de ses larmes sur ses cheveux, et le battement frénétique de son cœur. Était une explosion d'émotions contenues, un déferlement d'espoir qui lavait les mois d'angoisse et de doute, transformant la lourde atmosphère du tribunal en un sanctuaire de rédemption inattendue. Léonie, au centre de cette ébullition émotionnelle, percevait chaque nuance de cette libération. La tension avait cédé la place à une vague de chaleur enveloppante. Les murmures d'incrédulité étaient muets en chuchotis admiratifs. Elle sentait les regards peser sur elle, non plus avec scepticisme, mais avec une curiosité respectueuse et une admiration palpable. Sa petite main, toujours agrippée à celle de sa grand-mère, fut touchée par maître Julien, dont la poignée de main, ferme et reconnaissante, transmettait un profond respect. Elle était le point focal de cette résolution, la petite figure qui, sans voir, avait révélé ce que des yeux aguerris n'avaient pu percevoir. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une joie pure, et d'une fierté silencieuse, un sentiment d'accomplissement, qui réchauffait son âme. Le procureur Bertrand, jusqu'alors maître de la situation, était une image de la défaite. Son visage, autrefois empreint d'arrogance, était maintenant blême, ses yeux écarquillés fixant le métronome, comme s'il s'agissait d'un serpent. Il tenta de prononcer quelques mots, mais sa gorge semblait nouée, et seul un son étranglé échappa de ses lèvres. Sa posture rigide était affaissée, ses épaules étaient voûtées, comme si le poids de son échec, écrasait. Le silence de sa déroute était assourdissant, un contraste saisissant avec sa verve habituelle. Sa réputation, bâtie sur des années de victoire, s'effondrait sous les yeux de tous, réduisant en poussière l'image de l'homme impitoyable et infaillible. L'ombre de la honte le recouvrait entièrement, un châtiment silencieux mais implacable. Le juge Antoine, après avoir repris ses esprits, regarda Léonie avec un respect nouveau et une humilité inattendue. Son regard, auparavant distant et protocolaire, était adouci, empreint d'une reconnaissance profonde. Il s'adressa à maître Julien, sa voix plus posée. « Maître, l'acuité de cet enfant est extraordinaire. Cet incident doit nous servir de leçon à tous. La justice ne doit jamais se fermer aux vérités qui se révèlent hors des sentiers battus. » Un murmure d'approbation parcourut la salle. L'affaire désormais allait prendre une autre tournure, une réouverture s'imposant pour réévaluer toutes les preuves à la lumière de cette nouvelle révélation. La justice, un instant aveugle, avait été guidée par l'oreille d'une enfant, ouvrant la voie à une révision complète du procès et à l'espoir d'une pleine réhabilitation. Alors que les lumières du palais de justice commençaient à s'estomper à l'extérieur, la nouvelle de l'intervention de Léonie se répandait déjà, tel un murmure dans les rues de Paris, puis comme une rumeur persistante, un symbole d'espoir et de résilience. Son histoire, celle d'une petite fille aveugle qui avait démasqué un mensonge par la seule puissance de son ouïe, allait bien au-delà des murs du tribunal. Elle devenait un témoignage vivant que la vérité pouvait surgir des endroits les plus inattendus, portée par les voix les plus inaudibles. La reconnaissance de son don unique ne faisait que commencer, promettant non seulement la libération de son oncle, mais aussi l'ouverture des esprits à une autre façon de percevoir le monde, au-delà des apparences, vers une compréhension plus profonde de l'humain et de ses sens, souvent sous-estimés. Quelques années après l'affaire retentissante du palais de justice, le quotidien de Léonie avait pris une tournure inattendue, bien au-delà des ruelles animées du 18e arrondissement. Sa cécité, autrefois perçue comme une limite, était désormais une porte ouverte sur des opportunités insoupçonnées. Elle fréquentait une école spécialisée où son ouïe prodigieuse était non seulement acceptée mais célébrée, lui permettant d'explorer de nouvelles disciplines, comme la musique ou la linguistique. Son aptitude à discerner les fréquences les plus subtiles l'avait même conduite à participer à des ateliers de détection sonore pour des applications scientifiques, un domaine où ses sens uniques étaient un atout inestimable. Elle marchait dans Paris avec une assurance nouvelle, chaque son de la ville étant une mélodie familière, chaque vibration une confirmation de sa place dans ce monde qui avait enfin appris à l'estimer. Écoutez. Hélène était plus seulement Léonie l'aveugle, mais Léonie, celle qui entendait l'invisible, dont le don avait résonné bien au-delà des murs du tribunal. L'onde de choc de son intervention, était propagée bien au-delà des cercles judiciaires, transformant progressivement la perception collective du handicap. Dans les rues parisiennes, les regards des passants sur les personnes non-voyantes ou à mobilité réduite, étaient plus empreints de pitié, mais d'une curiosité respectueuse, d'une reconnaissance tacite des capacités cachées. Les écoles intégraient davantage d'activités sensorielles, inspirées par l'histoire de Léonie,
encourageant les enfants à explorer le monde avec tous leurs sens. Des associations dédiées à l'inclusion des personnes en situation de handicap voyaient affluer de nouveaux soutiens, leurs actions étant perçues avec une nouvelle légitimité. Une foi renouvelée en la richesse de la diversité humaine et en la capacité de chacun à contribuer à la société, imprégnait les esprits, tel un doux parfum de printemps après un long hiver de préjugés. Le juge Antoine, profondément marqué par l'expérience, était devenu un fervent promoteur de la réforme judiciaire. Sous son impulsion, des protocoles furent mis en place pour garantir que les témoignages, en particulier ceux des individus aux sensibilités uniques, soient examinés avec une attention accrue, utilisant des technologies d'enregistrement plus sophistiquées et des experts en perception sensorielle. La loi Léonie, comme certains la surnommaient affectueusement, visait à s'assurer qu'aucune voix ne soit étouffée par le formalisme ou le scepticisme, que chaque détail, même le plus infime, puisse être entendu et évalué. Cette ouverture d'esprit se reflétait dans les couloirs du palais de justice, où l'ambiance, jadis glaciale, laissait place à une atmosphère plus humaine, plus encline à la nuance et à la recherche de la vérité sous toutes ses formes, invitant à une solidarité accrue entre tous les acteurs de la justice. Pour Léonie, le plus grand cadeau n'était pas la reconnaissance publique, mais la confirmation intime de son propre pouvoir. Elle continuait à passer des heures avec sa grand-mère Simone, dont les mains, toujours aussi réconfortantes, traçaient des histoires sur sa paume. Leur lien, renforcé par elle, épreuve, était devenu indissoluble, un pilier de leur petite famille. Son oncle, libéré et réhabilité, avait retrouvé la joie de vivre, et sa gratitude envers sa nièce était un baume pour l'âme de Léonie. Ces moments d'intimité, les rires partagés, les silences complices, étaient les véritables trophées de sa victoire. Elle comprenait désormais que sa cécité n'était pas un fardeau, mais une perspective unique, un moyen d'appréhender le monde avec une profondeur que d'autres ne pouvaient imaginer, une invitation constante à écoute attentive, et à l'empathie. L'histoire de Léonie devint une légende urbaine, un conte moderne que l'on racontait dans les cafés du quartier latin et les marchés animés de Belleville. Elle portait en elle une leçon universelle. Que les plus grandes forces résident souvent là où on les attend le moins, dissimulées derrière ce que la société perçoit comme des limitations. Chaque individu, quelle que soit sa condition, possède un talent unique, une voix qui mérite d'être entendue. La foi en l'humanité, la force de la famille et la solidarité, peuvent briser les murs du préjugé et de l'injustice. La vérité, comme une mélodie obstinée, finit toujours par trouver son chemin, même dans le plus grand des silences, pourvu qu'il y ait quelqu'un pour écouter avec le cœur, et j'aime. Un soir, assise sur le balcon de son appartement, Léonie tendit l'oreille. Les bruits familiers de Paris l'enveloppaient. Le lointain vrombissement du métro, le rire d'enfants jouant dans la rue, le doux fredonnement d'une voisine. Elle ferma les yeux, non pas pour voir l'obscurité, mais pour mieux sentir la symphonie de la vie. Sa grand-mère, assise à ses côtés, lui caressa les cheveux. Léonie sourit, un sourire de paix et de certitude. Elle n'avait pas besoin de voir le monde pour le comprendre. Elle n'avait pas besoin de lumière pour briller. Son ouïe était sa lumière, sa boussole, son lien indéfectible avec la vérité. Dans le silence de la nuit parisienne, un petit cœur battait au rythme de l'univers, prouvant que parfois, les yeux sont inutiles quand leur âme écoute.